Bienvenue. Dans notre parcours des marchés financiers, après avoir vu les actions et les obligations, on s'attaque maintenant à un outil aussi puissant que fondamental, les produits dérivés. Tout part de cette question qui peut paraître simple, mais en réalité c'est la clé qui ouvre la porte à l'un des concepts les plus importants de toute la finance. Pour bien comprendre, on va découper tout ça en 5 parties. On commence bien sûr par l'idée de base. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut voir les choses comme ça. Si les actions et les obligations sont les briques pour construire un portefeuille, les dérivés, eux, sont les outils de haute pression, conçus pour gérer le risque. Le point vraiment crucial à saisir, c'est qu'un dérivé, c'est avant tout un contrat. Un contrat qui porte sur la valeur future de quelque chose d'autre. On ne détient pas l'actif en question, non. On a juste un contrat qui est en fait soit un pari, soit une sorte de police d'assurance sur comment son prix va évoluer. Et là, on a les 2 piliers du monde des options. Une option call, c'est une assurance contre une hausse des prix. Ça donne le droit d'acheter à un prix fixé à l'avance. À l'inverse, l'option put, c'est l'assurance contre une baisse. Ça donne le droit de vendre. La chose à retenir, c'est que dans les 2 cas, on paye une prime pour avoir un droit et non une obligation. Bon, maintenant qu'on a l'idée générale, regardons d'un peu plus près comment sont construites ces fameuses polices d'assurance. Voilà les 6 ingrédients qui composent le prix d'une option. C'est un peu la recette de cuisine, si on veut. Et c'est justement la recette qu'utilise le célèbre modèle Black-Scholes, une formule qui d'ailleurs a valu un prix Nobel à ses créateurs, rien que ça. Tout simplement parce que c'était la première fois qu'on pouvait calculer de façon rationnelle la valeur de ce fameux droit d'acheter ou de vendre. Non, ça n'a rien à voir avec la géographie, c'est une question de timing. Imaginez un ticket de concert. L'option européenne, on ne peut l'utiliser que le soir du spectacle, à la date d'échéance. L'option américaine, elle, est plus flexible. On peut l'utiliser quand on veut, jusqu'à la date du concert. Et bien sûr, cette flexibilité a un coût, ce qui explique pourquoi les options américaines sont quasi systématiquement plus chères. Au-delà des options classiques qu'on appelle vanille, il existe des versions plus complexes, dites exotiques. Elles ajoutent des conditions particulières pour des besoins très spécifiques. Par exemple, une option asiatique, c'est parfait pour une entreprise qui achète du pétrole tous les jours et qui veut se couvrir non pas sur le prix à une date T, mais sur son coût moyen sur tout le trimestre. On en arrive maintenant à l'ingrédient le plus fascinant et le plus important, la volatilité. En gros, c'est le prix que le marché donne au risque lui-même. La volatilité implicite, c'est la grande inconnue de l'équation. C'est le consensus du marché sur l'agitation à venir. C'est la seule des 6 variables qu'on ne peut pas observer directement. Du coup, les traders doivent la trouver à l'envers. Ils regardent le prix de l'option sur le marché et ils en déduisent la volatilité que ce prix implique. C'est une sorte de jeu de déduction permanent. Et ça, c'est l'idée qui se cache derrière ce qu'on appelle le sourire de volatilité. C'est un phénomène un peu étrange où les options qui sont très loin du prix actuel sont plus chères que prévu. Ça montre que les investisseurs se préparent toujours à des mouvements brusques, bien plus que ce qu'une simple courbe de probabilité suggérerait. Ce fameux skew, cette asymétrie, c'est la preuve la plus flagrante de la psychologie du marché. Les investisseurs sont prêts à payer bien plus cher pour s'assurer contre un crash que pour parier sur une envolée des cours. On peut dire que c'est un véritable baromètre de la peur ambiante. Ok, une fois qu'on a acheté l'option, comment sa valeur évolue au jour le jour? Pour ça, il y a un tableau de bord, les grecs. Ce tableau de bord est essentiel. Le delta, c'est le compteur de vitesse. Il mesure l'impact direct du prix. Le gamma, c'est l'accélérateur. Il mesure à quelle vitesse le delta change. Le θ, c'est l'horloge qui tourne. C'est la valeur qui s'érode chaque jour qui passe. Et enfin, le véga, c'est le sismographe. Il mesure la sensibilité de l'option aux secousses de la volatilité. Petite question rapide pour voir si tout est clair. Quelle est la sensibilité d'un simple contrat à terme, un forward, à la volatilité? Quel est son véga? Eh bien, la réponse est 0. Pourquoi? Parce qu'un contrat forward, c'est une obligation, pas une option. Il n'y a pas de droit, pas d'optionnalité. Donc la volatilité, qui est justement le prix de cette optionnalité, n'a tout simplement aucun impact sur sa valeur. Allez, pour finir, mettons tout ça en musique avec un petit scénario très concret. Voilà le décor. On achète un call avec un prix d'exercice, un strike, de 101 €. À ce moment-là, l'action est à 100 €. L'option est donc ce qu'on appelle en dehors de la monnaie. Elle n'a pas encore de valeur réelle intrinsèque. Imaginons maintenant qu'à l'échéance, le marché a bougé. L'action ne vaut plus que 90 €. Alors, quel est le bilan de l'opération? Le calcul est assez simple. Le droit d'acheter une action à 100 € alors qu'elle en vaut 90 sur le marché ne vaut rien. L'option expire donc à 0. La perte se limite donc au coût de départ, la prime de 1 €. L'assurance n'a pas servi, mais le risque, lui, était parfaitement maîtrisé et limité.
On termine sur cette question. Ces outils qu'on vient de voir ne sont pas juste des instruments de calcul, ils sont une véritable fenêtre ouverte sur la psychologie, les espoirs et surtout les craintes profondes des marchés financiers.